cumulait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Il vendait un e-book et il faisait du cash déjà, alors qu'on avait 16 ans, on était au lycée. Et je trouvais ça impressionnant en fait, et je crois que ça m'a vraiment inspiré. En me calquant sur ce qu'il faisait, en me calquant sur ce que faisaient les gros, j'ai développé une page de 0 à 120 000 abonnés. Dans les 3 dernières années, c'est plus de 300 millions de vues cumulées, que ce soit pour moi-même ou pour mes clients. Pour les entrepreneurs du web de notre génération, nombreux sont ceux qui étaient, voire sont encore, des gamers. Est-ce que tu saurais dire ce que les jeux vidéo ont peut-être pu t'apporter dans le business ? Au début, t'es nul, t'as besoin de perdre pour gagner. Là où la métrique dans les jeux vidéo, ça peut être, je sais pas, avoir un meilleur rang, un meilleur classement. L'entrepreneuriat, on peut aussi voir comme un jeu où la métrique, c'est l'argent que tu génères. Pour commencer directement, en rentrant dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, te présenter ? Qui es-tu, finalement ? Je m'appelle Alan, j'ai eu 20 ans la semaine dernière et je suis expert Instagram. On va dire que je travaille sur Instagram depuis un peu plus de 3 ans sur tout ce qui concerne le growth de compte Instagram, l'acquisition de trafic, le montage vidéo. Et récemment, il y a approximativement 1 an, j'ai monté mon agence de scaling Instagram où on apporte des leads, des prospects, des clients via les Reels Instagram, via un funnel Instagram, story, setting, etc. pour, comme je l'ai dit, peut-être les coachs high ticket et toutes les personnes en fait qui vendent quelque chose au travers d'Instagram. Alors je vais te poser une question que j'aime bien poser en début d'interview, qui va peut-être te prendre un petit peu de cours. C'est quoi ton rêve ? C'est quoi mon rêve ? Aujourd'hui, je pense que mon rêve, je l'ai déjà en partie atteint. C'était celui de devenir libre et d'à peu près quitter la situation dans laquelle j'étais il y a 1 an ou 2, c'est-à-dire étudiant, bloqué entre guillemets en France, qui avait envie de voyager, qui avait envie de bouger un petit peu, notamment en Asie, qui avait envie d'être indépendant financièrement, qui a été en partie réalisé au travers de tout ce que j'ai développé sur ces 3 dernières années. Donc aujourd'hui, te dire quel est mon rêve, j'avoue que je sais pas si j'en ai un, tu vois. Je saurais pas trop te répondre. Bah écoute, c'est déjà une réponse en soi. Pour en venir au business, puisque ça va être un peu tout le sujet de ce podcast, même si ce ne sera pas le seul, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui, en plus de ce que tu m'as déjà dit ? C'est quoi ton business ? Alors, mon business aujourd'hui, donc c'est une agence qui était majoritairement axée en done for you, c'est-à-dire que aujourd'hui un coach qui rentre avec nous, qui vend du high ticket, il vient et on lui gère toute la partie création de contenu, création de reels, publication, donc en fait de l'idéation jusqu'au script, brief tournage et montage, puis publication sur Instagram. L'idée étant de leur apporter des leads, comme je te l'ai dit au début, et qu'ils puissent de cette manière scaler, faire plus de chiffres au travers de notre solution. Donc ça c'est mon business, on va dire, en grande partie. Et à côté, je fais aussi un petit peu de coaching, c'est-à-dire que j'interviens dans les accompagnements de certaines personnes, certains entrepreneurs, et je coach en groupe généralement des personnes, sur Instagram toujours, sur comment on fait des bons reels, comment on trouve des idées, comment on vient créer un système d'acquisition de conversion au travers d'Instagram. Excellent. Dans une dynamique encore peut-être un peu philosophique, mais non moins importante à l'échelle du business, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre, en particulier à un si jeune âge ? Quel a été finalement, que ce soit avec ce business ou le business en général, ton why ? Ok. Alors, ça c'est pareil, en détail, je saurais pas te le dire, mais quand j'ai commencé, du coup c'était il y a 3-4 ans, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, donc en première, et en fait j'avais un pote qui avait lancé une page de motivation. Et cumulait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Il vendait un e-book et il faisait du cash déjà, alors qu'on avait 16 ans, on était au lycée. Et je trouvais ça impressionnant en fait, et je crois que ça m'a vraiment inspiré. Et donc je me suis lancé par mimétisme vis-à-vis de ce qu'il faisait. Et j'ai moi-même du coup lancé ma page de motivation. Et en me calquant sur ce qu'il faisait, en me calquant sur ce que faisaient les gros de la niche motivation, j'ai développé une page de 0 à 120 000 abonnés en l'espace de approximativement 2 ans. Et donc c'est parti de là en fait. À part ça, je saurais pas te dire pourquoi j'ai démarré. Quel a été vraiment mon why ? À part ça, ça reste flou, tu vois. Ok, est-ce qu'aujourd'hui tu l'as peut-être reprécisé, que ce soit récemment ? Je sais pas, je pense que c'est toujours trop flou. Ouais, c'est toujours trop flou, j'ai pas un why précis, j'ai pas un pourquoi précis. Et c'est peut-être une chose vraiment cruciale qui me manque pour avancer plus vite, tu vois. Je me pose beaucoup de questions, c'est vrai que je teste des choses par-ci par-là, mais j'ai pas encore, je crois que je l'ai pas encore trouvé.
C'est super intéressant parce que le why, c'est un peu un concept clé Mm. dans le mindset autour du business qu'on considère et que je considère comme étant crucial, très important parce que finalement, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, les choses, on a tendance à ne pas les faire. Or, Mm. tu es l'exemple contraire de ça. Et je trouve ça assez intéressant, pour pas dire impressionnant, que tu aies réussi à faire ce que tu as fait à ton échelle de façon assez précoce, sans pour autant avoir de rêve ou de raison très précise Ouais. de le faire au-delà de ce que tu as dit. Pour apporter directement du concret à ceux qui nous regardent et nous écoutent, et aussi parce que c'est quelque chose qui va intéresser, est-ce que tu peux me dire, voilà, le bullet point des quelques chiffres clés qui aujourd'hui te concernent dans le business, que ce soit en termes d'impression de vue, d'euros générés pour toi, pour tes clients, etc., etc. Alors en termes de vues, on va dire que c'est ma plus grosse stat depuis que j'ai commencé, donc sur les 3 dernières années, c'est plus de 300 millions de vues cumulées, que ce soit pour moi-même au travers de ma page de motivation ou pour mes clients. Donc ça c'est la première stat, et donc les 300 millions de vues ont amené plusieurs centaines de milliers d'abonnés, encore une fois que ce soit pour moi ou pour mes clients. Donc ça c'est vraiment la stat Instagram, sans compter les milliers de leads générés, les dizaines, centaines de clients et si ce n'est dizaines de milliers d'euros. J'ai pas exactement les stats pour tous mes clients, mais ça c'est vraiment la partie Instagram. Et concernant maintenant les euros, c'est pareil, plusieurs dizaines de milliers d'euros générés, ce que je trouve pas énorme, mais on va dire que ouais, on est dans ces eaux-là. Pas encore les 100K et quelques, mais ouais. Pas encore les 100K dépassés en Non. CA. Non, je crois pas. Ok. Ouais. Ouais, mais je pense que tu dois pas en être loin. Ouais, à vérifier, à vérifier. Tu dis avoir pu apporter des résultats Ouais. naturellement à tes clients avec ton offre, ton business aujourd'hui. Mhm. Est-ce que tu pourrais citer certains de ces clients qui, moi je le sais, sont connus Ouais. pour quelques-uns d'entre eux et que certains de ceux qui regardent cette vidéo pourraient reconnaître pour savoir aujourd'hui avec qui tu travailles? Ouais. Alors, il y en a beaucoup avec qui je ne travaille plus actuellement parce que mon activité est en train de transitionner, ça on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais en clients, on va dire les plus connus, Sabritaille, qui est un des plus gros acteurs, je pense, sur le marché francophone, qui fait des contenus sur la Thaïlande, l'expatriation en Thaïlande. Michael Renaud, au niveau de la niche trading. On a eu le Media Billions, plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Sébastien Hanouna, Axel Bruderman. Ouais, on en a beaucoup. J'en ai accompagné une vingtaine, trentaine. Mais c'est vrai que là tout de suite, ça se trouve, il y en a des plus gros que ça encore. J'ai pas leur nom. Bon, déjà, il y a ceux-là que j'ai. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis de ce que je sais, je pense que tu as cité les plus gros. Ok. Tu as dit on pour parler des acteurs qui composaient ton activité. Ok, ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plusieurs du Ouais. coup? Ouais, on est plusieurs. Ça fait du coup pareil. En même temps que j'ai lancé vraiment l'agence, je me suis constitué une petite team de monteurs vidéo, media makers qui travaillent avec moi. Et donc aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, mais je dirais qu'il y a 3-4 personnes qui m'épaulent sur l'agence ou qui m'ont épaulé, avec qui j'ai travaillé, puis ça s'est arrêté, puis ça a repris. Donc globalement, monteur vidéo et media maker. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Ouais. Tu avais 19 ans il y a encore quelques mois de cela, au même moment que tu générais plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices par an, comme tu en génères Ouais. encore aujourd'hui avec ce business, tout en étant la tête de plusieurs humains à seulement 19 ans. Est-ce que tu as conscience de ça? Je pense que assez difficilement en fait. Étant donné que je le vis depuis maintenant presque 1 an, il y a beaucoup de choses qui sont devenues la norme, tu vois, pour moi, qui sont au final, en fonction de ton point de vue, qui sont pas la norme. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout le monde. Une personne qui, je pense à nos familles, tu vois, moi, ma famille, c'est des salariés, gagnent pas énormément d'argent, etc. Mais ils gagnent ce qu'il faut pour en vivre. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses vis-à-vis de leur point de vue qui peuvent paraître un peu too much, tu vois, ou par exemple, c'est vrai que j'ai pas du tout le même quotidien que mes anciens amis d'enfance maintenant. Mais si tu veux, j'ai tellement été plongé dedans de manière quasi quotidienne depuis 3 ans qu'en fait c'est devenu le minimum, tu vois, sans être là en mode prétentieux machin. Et je suis pas du tout à un super level, j'estime pas être un super level. Alors, justement, par rapport à ça, si tu n'as pas forcément de rêve ou de why, est-ce que tu as peut-être un objectif en chiffres, par exemple, que tu aimerais atteindre à court, moyen ou long terme? Ouais, je pense que c'est l'objectif un peu banal de tous les entrepreneurs, du web du moins, c'est les 10K par mois de bénéfices.
que j'ai frôlé, on va dire, à certaines périodes, mais en encaisser bénéfice, pas encore. Mais c'était vraiment à ça. En contracté, ça a été fait, mais pas en encaissé. Et je pense que en encaissé, ce serait déjà un bel objectif. Ok. Alors maintenant, pour entrer dans le concret, dans le vif du sujet, c'est quoi ton offre? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? À quel prix? À quel client? Et à partir du moment où ces clients t'ont payé ce prix, qu'est-ce que tu vas leur délivrer étape par étape, de bout en bout? Donc sur la partie agence, qui petit à petit, je ne sais pas si je vais la continuer, ça on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Sur cette agence-là, l'offre, on était sur du high ticket, dépendamment de ce qu'on appelle high ticket, entre 2K, 2K5 par mois, engagement 3 mois. Donc c'est une offre à partir de laquelle on propose une trentaine de reels, donc un reels par jour, qui comprend l'idéation jusqu'à la publication, donc veille concurrentielle, tout ça, qui comprend des stories, qui comprend aussi du setting, qui comprenait du setting, ça dépendait des clients, ça dépendait de la période où je l'ai testé, parce que je ne l'ai pas vraiment continué. Mais l'offre aujourd'hui, on était là-dessus, donc sur un engagement 3 mois. Engagement 3 mois parce que sur Instagram, c'est de l'organique, ça prend plus ou moins de temps, et je sais que sur un spectre de 3 mois, globalement, on a toujours des résultats. Un mois, c'est trop short, parfois 2 mois, c'est aussi trop short, mais 3 mois, c'est bien. Et donc, généralement, quand je pars avec un client, c'est 3 mois minimum, et 2K, 2K5 par mois. Très bien. Et quel est le processus, étape par étape, pour transformer un inconnu en un client dans ton business? Je l'ai déjà schématisé, c'est-à-dire qu'une personne ne nous connaît pas, par exemple. Alors, dans mon business ou celui de mes clients sur le système Instagram que je leur implémente? Eh bien, pourquoi pas les deux? Ok, alors je commence par le système Instagram, la base que j'implémente pour tous mes clients. C'est-à-dire que au début, une personne ne nous connaît pas, ce qu'on appelle un étranger. Il va nous découvrir via des contenus, donc c'est là le rôle des Reels qui ont pour but de générer de l'attraction, générer du trafic. Une fois que cette personne nous découvre au travers des Reels, l'idée c'est de la convertir d'étranger à quelqu'un qui peut potentiellement être intéressé. Et l'intéressé, il se matérialise par cette personne-là, cet étranger qui s'abonne à notre compte ou qui interagit à notre compte, qui interagit par exemple avec un de nos Reels en likant, en commentant, en partageant dans sa story par exemple. Et à partir de là, on peut l'identifier parce qu'on a vu la notification, il a interagi avec un de nos contenus ou il s'est abonné. Donc l'étape d'après, c'est de transformer cet intéressé en prospect. Alors comment on fait? Soit on va le chercher, c'est-à-dire qu'on a vu la notification, un tel a liké votre contenu, on va le chercher en setting, on lui dit écoute, salut, j'ai vu que tu as liké mon contenu, tu t'intéresses à ça, ou j'ai vu que tu faisais ça, voilà ce genre de choses. Et là, on vient enclencher une discussion avec lui pour l'amener au stade de prospect, puis idéalement de client en le faisant booker un call par la suite. Ou sinon il s'abonne à notre compte et au travers des stories, on va venir le convertir. On va venir lui apporter de la valeur, lui montrer un petit peu plus nos offres, lui montrer un peu plus les coulisses de notre business, de ce qu'on propose. Et de cette manière, de lui-même, en fait, naturellement, il va être enclin à de plus en plus passer de prospect à client. Donc aujourd'hui, c'est ça le funnel. Et toujours pareil, même les stories, on va aller chercher par message les personnes qui regardent, les personnes qui like. Donc ça, c'est aujourd'hui le modèle d'acquisition des personnes qu'on accompagne sur Instagram, en grande partie. Et concernant le mien, tu voulais aussi savoir comment je trouvais mes clients. Au tout début, ça s'est fait via Instagram. C'est-à-dire que à l'époque de ma page de motivation, je postais des Reels, et des Reels qui marchaient très bien, plusieurs millions de vues, dizaines de millions de vues. Et au travers de ce billet-là, des gens venaient me voir et me disaient écoute, est-ce que tu peux aussi me monter des Reels de motivation? Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premières centaines d'euros, voire milliers d'euros, je ne sais plus exactement où j'en étais à ce moment-là. Et de fil en aiguille, en fait, ces contenus-là ont fait exploser les comptes de mes clients. Et donc ces personnes-là ont été attirées premièrement via mes Reels, et ensuite avec cette preuve sociale, je suis allé prospecter. Je suis allé envoyer des messages à des gens, donc des entrepreneurs, des personnes qui correspondaient à ma cible que je pouvais aussi aider. Donc messages soit copier-coller, soit personnalisés. Donc copier-coller, c'est-à-dire salut, machin, je fais ça, je peux t'apporter ça, on a eu tel résultat. J'essaie d'être concis. Ou sinon c'était des messages personnalisés du style salut, je vois que tu fais des Reels ou que tu n'en fais pas. Je t'en ai monté un à partir d'une de tes vidéos YouTube, à partir d'un contenu long. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Voilà, je te l'offre. Et c'est comme ça notamment que j'ai été amené à travailler avec Sabritaille, un Reels qui a été offert. Donc ça c'est la partie Instagram, prospection ou création de contenu. Et ensuite il y a eu la partie bouche à oreille, recommandation, parce que quand tu as des résultats naturellement on te recommande. Puis la partie YouTube que j'ai développée récemment, qui m'a apporté la majeure partie de mes résultats assez récemment, parce que je l'ai vraiment lancé cette année. Et donc voilà, en termes d'acquisition, je crois que j'ai tout dit. Et aujourd'hui, par rapport à ton avatar, est-ce que tu t'adresses à des gens
qui créent déjà du contenu, par exemple en horizontal, que tu vas ensuite pouvoir recycler en vertical, et s'ils n'en créent pas pour toi, c'est rédhibitoire, ou alors est-ce qu'au contraire, tu peux t'adresser même à ceux qui n'en créent pas, et est-ce que parmi ceux que tu t'adresses à des gens qui ont forcément une volonté de monétiser avec les contenus que tu vas créer, ou alors même à des gens qui veulent peut-être juste se créer, entre guillemets, un personal brand? En fait, il y a de tout ça. Il y a de tout dans ce que tu as dit. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Sabritaille. Sabritaille, c'est quelqu'un qui ne postait pas beaucoup de Reels, alors que sa chaîne YouTube était remplie d'interviews super intéressantes sur des expatriés en Thaïlande, que j'ai regardé et dont j'ai tout de suite perçu le potentiel en termes de viralité, en termes de plein de choses. Et donc dans son cas, c'était typiquement du recyclage de formats horizontaux, formats longs, en format short. Ce qui nous a permis de générer, pareil, plusieurs dizaines de millions de vues, toutes plateformes short confondues. Maintenant, il y a aussi les personnes qui n'ont pas du tout de contenu. Des comptes que j'ai développés de zéro. Alors, il pouvait y avoir des contenus sur YouTube, mais on a fait le choix de redémarrer purement sur du Reels, donc nouveau tournage, nouveau montage, nouveau contenu de A à Z. Et j'en ai développé beaucoup, des pages de zéro. Je pense que je dois en avoir à peu près 4-5 à mon actif, des pages de zéro que j'ai emmenées à plus de 90 000, la mienne plus de 120 000, quand c'était à l'époque de la page de motivation, plus de 13 000, plus de 40 000, de 0 à plus de 40 000. Donc ouais, on aide aussi les personnes qui ne créent pas de contenu. Et les personnes qui veulent le monétiser, forcément elles ont une offre à vendre, high ticket ou non. Généralement c'est du high ticket parce que vu que notre service est high ticket, c'est mieux pour elles parce qu'en une vente ou deux, elles rentabilisent directement leur investissement. Et donc ces personnes-là, elles peuvent avoir un service qui va être vendu, un service ou une offre qui va être vendue directement avec notre process, et certains n'en ont pas, mais font appel à nous pour bâtir une communauté en vue de plus tard vendre quelque chose. Donc ouais, on a vraiment tous les cas de figure. Alors tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu étais potentiellement en train de transitionner Ouais. de ton modèle actuel vers le modèle futur potentiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça et nous expliquer pourquoi tu as peut-être fait le choix de transitionner? Ouais, c'est-à-dire que depuis 3 ans, du coup, je suis dans du done for you, prestataire de service ou agence, et c'est constamment délivrer du client, délivrer du client, délivrer du client. Et je pense que après 3 ans, j'ai atteint un certain point de saturation où j'ai envie de découvrir autre chose. Je sais qu'il y a le modèle du done with you qui marche très bien, où au lieu de délivrer ses clients, on va les accompagner. Et c'est eux derrière qui vont gérer au travers de ressources qu'on va leur envoyer ou au travers de ressources qu'ils ont déjà en interne, qui vont appliquer nos stratégies en fait. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à tester au travers du coup, comme je te l'ai dit au début, de personnes qui m'invitent dans leur accompagnement pour faire du coaching. Et j'ai vraiment adhéré. Parler à des personnes, coaching de groupe, les aider, poser des questions, j'y réponds, etc. C'est différent parce que t'as pas toute la pression de délivrer, de gérer des équipes pour délivrer les clients. Là, c'est vraiment je donne des conseils, je suis dispo. Et c'est vachement différent. Et je pense que je peux être plus épanoui dans ce modèle-là, tout comme il y a aussi l'aspect business, peut être peut-être plus scalable, dépendamment de... voilà, j'ai pas testé encore, donc je saurais pas vraiment dire. Mais envie de tester, envie de changer. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais pour le moment, c'est peut-être ce que j'ai envie de développer. Ok, super intéressant. Et à l'inverse, si tu devais repartir à zéro, Ouais, perdre tous tes clients, tous tes assets, enfin tout ce que tu as construit jusqu'à présent, mais en conservant tes connaissances, ton savoir, ton savoir-faire, et que tu avais un mois pour revenir au palier des 5 000 euros par mois, qu'est-ce que tu ferais? je pars de mon expertise, de ce que je maîtrise le mieux, de ce qui peut apporter des résultats aux autres. Donc en l'occurrence, moi je partirais sur de la viralité, sur de l'acquisition. Et à partir de ça, j'essaie de bâtir une offre minimum viable le plus vite possible, une offre que je peux proposer en appel. Et une fois que c'est fait, c'est juste exposer mon offre à un maximum de personnes. Donc j'ai mon offre, j'ai mon expertise, je vais juste aller contacter un max de personnes. Prospection, création de contenu, donc ce ne sera pas du contact direct, mais en fait pour appuyer la prospection, c'est bien que quand les gens reçoivent un message de notre part, ils puissent voir ce qu'on fait. Par exemple, combien de fois j'ai été prospecté par des personnes qui ont un compte en privé ou qui n'ont pas de contenu. Tout de suite en fait je passe directement le message. Alors qu'une personne qui nous envoie un message et qui a un compte où on peut voir la valeur, on peut voir ses résultats clients, sa proposition, c'est clair, le what is it for me, il est tout de suite compris, là c'est plus impactant. Donc en fait je me ferai une présence numérique un peu partout, Instagram, etc. Enfin disons les réseaux sur lesquels je vais prospecter. Je crée quelques contenus, j'optimise mon profil, et derrière c'est juste, je pense, un passage à l'action qui doit être massif si je veux aller vite. Et voilà, il y aurait 2 types de prospection, je pense que ce serait du A/B test, prospection massive, copier-coller, et prospection personnalisée, où je vais offrir quelque chose au client. Parce que si on repart de zéro et qu'on n'a plus d'études de cas,
il faut prouver au client ce qu'on peut apporter. Et donc le meilleur moyen de le faire, je pense, c'est d'offrir. Ou c'est de faire on va dire, par exemple, si je vends des Reels, je vais en créer déjà pour moi. Je vais montrer que ça marche pour moi, ou je vais en offrir aux personnes pour qu'elles voient ce que je peux leur proposer. Passage à l'action massif, quoi. Ok, super value. Alors, pour ceux qui, parmi les membres de ma communauté, nous regardent, nous écoutent et qui ont les moyens de se payer les services de quelqu'un comme toi, je ne doute pas qu'ils le feront, mais à l'inverse, pour ceux qui démarrent et qui ont envie de capitaliser sur la création de contenu format short, principalement dans un objectif de monétisation, parce qu'aujourd'hui ma communauté est principalement composée d'entrepreneurs plus que d'influenceurs, qu'est-ce que tu leur dirais de faire s'il y avait une stratégie, on va dire, universelle, bien que j'imagine que rien de tel n'existe, mais en tout cas, ce serait quoi le process étape par étape pour, en partant de zéro et sans dépenser d'argent, réussir à en gagner avec la création de contenu format short quand on est un entrepreneur prestataire de services débutant? Déjà, la base, je pense qu'il faut être clair sur son offre et son funnel, parce que créer des shorts sans savoir ce qu'on vend derrière, c'est mettre des efforts dans le vent, mettre des efforts dans le vide. Donc la première chose, c'est ça. Une fois qu'on a notre offre, le funnel, et qu'on sait quoi vendre, et que si on a une personne d'appel, on sait qu'on peut lui vendre quelque chose, là on commence les shorts. Donc je vais parler des Reels parce que voilà, mais ça marche pour tout. Ce que je commence à faire, c'est une veille concurrentielle. C'est le plus important, c'est regarder ce que les autres font et s'inspirer en fait de ce qui va le mieux marcher. C'est-à-dire que si on est media maker ou qu'on est graphiste, j'irai par exemple me créer un compte secondaire ou faire une lister, on va dire, des créateurs sur Instagram qui sont aussi media makers ou graphistes, en cherchant dans les hashtags, en cherchant via des mots-clés, ou comme je te l'ai dit, créer un compte secondaire que j'habituerai à liker des contenus sur le graphisme, à liker des contenus sur le media making, de sorte à ce que ce compte secondaire-là n'ait que des contenus comme ça qui lui soient proposés par Instagram. Et à partir de ce moment-là, je vais lister un maximum de Reels en fait qui marchent. Ok, donc il faut respecter certaines conditions. C'est-à-dire qu'un Reels dont on s'inspire, faut pas qu'il ait été posté il y a plus d'un mois. Idéalement, le plus récent est le mieux, entre 7 à 14 jours, 7 à 14 derniers jours. Que le contenu soit mimétisable, c'est-à-dire que on a aussi les moyens de refaire ce que la personne a fait. C'est-à-dire que si une personne sur le media making fait un Reels dans une villa super studio, bon, on va pas s'en inspirer parce que c'est un investissement, c'est pas forcément reproductible. Et ensuite, c'est le fait que ce contenu-là doit être un minimum viral. C'est-à-dire que sur les créateurs dont on s'inspire, il faut que le contenu sorte un peu de la moyenne vis-à-vis du nombre de vues qui est fait généralement par cette personne. Et donc en fait, une fois qu'on aura trouvé des Reels comme ça qui correspondent à ces critères, c'est simplement les mettre de côté et s'en inspirer, un petit peu les reproduire à sa sauce. Par exemple, aux US, je vois énormément de contenu sur le media making qui marche extrêmement bien, qui font plusieurs dizaines de milliers de likes, et derrière c'est un freelance qui fait des miniatures. Et quand on part de ce constat-là, on se dit que ce gars, il est exposé du coup à des centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes, juste via des shorts. Donc le process c'est ça, trouver une idée, la reproduire, s'en inspirer, la reproduire, la mimétiser, et derrière simplement la publier quoi, avec un compte optimisé. Comme ça les personnes qui tombent sur notre contenu voient ce qu'on fait, cliquent sur notre profil, et de cette manière notre profil doit être designé de sorte à rediriger quelque part, donc dans notre tunnel de vente, nous contacter, peu importe. Donc je sais pas si c'était clair, mais... Super clair. Ok. Super clair, super concret. Je pense que ça va en aider plus d'un. Et si à ça, tu pouvais corroborer en ajoutant ton top 3 des hacks et astuces que tu as découverts, que ce soit en termes d'optimisation, de paramétrage, d'algo ou autre, pour pouvoir accélérer sa croissance et sa monétisation. Ouais. Le premier hack, c'est que si on démarre de zéro, on va poster du contenu, mais parfois ça peut prendre du temps au début, surtout quand on n'est pas expert. Et donc le meilleur moyen de donner un peu d'élan à ce contenu-là, de donner un peu d'élan à notre compte, c'est à côté de faire des actions mécaniques qui vont viser à attirer du trafic sur notre compte de manière mécanique, sans dépendre de l'algorithme. Donc typiquement, on poste nos Reels, et à côté, on va venir liker, on va venir interagir avec des profils qui peuvent être notre cible. Typiquement, si je suis media maker, je vais aller voir les comptes de mes concurrents media makers, je vais aller voir les personnes qui les suivent, et ces personnes-là, je vais aller m'abonner à elles, je vais aller mettre un petit like, je vais peut-être envoyer un message ou commenter sous leur publication. L'idée, c'est que ça génère une notification chez eux et qu'ils voient que j'existe. Et de cette manière, c'est pour les inciter en fait à venir voir le profil, à venir voir notre profil. Et comme ça, on arrive à driver du trafic sans dépendre de nos Reels et de l'algorithme. Et c'est ce qui vient en fait donner un petit peu d'élan. Donc ça marche, hein. Là je prends beaucoup l'exemple d'être media maker donc en e-service, mais ça marche aussi en tant que coach. En tant que coach, on va aller voir nos concurrents coach, aller voir qui sont les personnes qui les suivent, qui sont les personnes qui likent leur contenu, et on va aller par exemple s'abonner à eux, liker aussi leur
profil, etc. pour générer une notification. Et de cette manière, des gens nous découvrent sans passer par le biais des Reels et de l'algorithme. Donc ça, c'est le premier hack. Je pense que c'est l'acquisition mécanique à combiner avec l'organique. Ensuite, c'est les signaux sociaux. Alors c'est pas vraiment un hack, mais c'est-à-dire qu'un contenu qui devient viral, c'est généralement un contenu qui va générer un ou plusieurs signaux sociaux en masse. Alors un signal social, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple un like, un commentaire, un partage, un enregistrement, une durée de visionnage sur notre contenu. Et donc en fait, ça va être sur certains de nos contenus, essayer de mettre l'accent sur ok, celui-là, je vais faire en sorte qu'il génère des commentaires, soit en incitant à générer un mot-clé pour que j'envoie une ressource, soit en créant un contenu peut-être un petit peu controversé visant à faire réagir. Et là, on sait qu'en fait, on va orienter le contenu sur générer des commentaires, et cette génération de commentaires là va dire à Instagram ok, le contenu, beaucoup de personnes interagissent, donc beaucoup de personnes y passent du temps. Qui dit temps dit argent pour Meta, et qui dit argent dit faut qu'on continue à le pousser. Et donc ça marche pour les commentaires, ça marche pour les partages. Donc ce petit hack, ça peut être orienter ses contenus sur générer un signal social de cet ordre là. Et les meilleurs sont la durée de visionnage, inciter à regarder jusqu'à la fin, le partage et le commentaire et l'enregistrement. Et ensuite, je pense que déjà la base, c'est de se mettre en compte pro, en compte entrepreneur, créateur. Ça, c'est la base. Compte public, du coup. Après, pour booster son engagement, ça va être, par exemple, ne pas poster quand son audience dort, mais ne pas trop se prendre la tête sur l'heure où on poste. Typiquement, moi, je conseille de poster entre midi et 22h. En fait, on peut aller regarder dans ses paramètres, dans la partie abonnés, à quelle heure son audience est la plus active. Voilà, c'est tout bête, donc l'heure n'impacte pas vraiment. Mais un petit hack qui est intéressant, une chose à savoir, c'est ce que j'appelle l'équation virale. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre l'a appelé comme ça avant moi peut-être ? Mais selon moi, l'équation de viralité qu'on retrouve sur Instagram, ou qu'on retrouve peut-être un peu partout, c'est de la qualité, des contenus de qualité qui respectent certaines règles, certains codes de viralité, mêlés à de la quantité. Donc poster le plus possible sans être dans l'excès, c'est-à-dire 2 fois par jour, ça commence à être beaucoup. Je conseille 1 fois par jour. Plus de la constance. Donc constance, qualité, quantité. Et donc ça c'est, je pense, la chose la plus importante si on veut se lancer dans les shorts. Si on sait qu'on peut faire un short par jour mais qu'on va le tenir que 2 semaines ou 1 mois, vaut mieux en faire 2 fois moins et le tenir sur 3 mois. Mais si par exemple en faire 1 par jour, on peut le tenir sur 3 mois, mais que cette quantité nous empêche d'avoir de la qualité, eh bien on va réduire. Je sais pas si c'est un hack, mais on va dire que c'est plutôt des bonnes pratiques. Ok, essayer de trouver un équilibre. Et par rapport justement à cette équation de la viralité, ce qui est intéressant, c'est le terme employé, viralité. Aujourd'hui, dans la création de contenu, en particulier format short, où on sait que sur ces plateformes, les gens sont avant tout là pour se divertir, et certains pourraient même appeler ces plateformes et les contenus qui s'y trouvent des contenus un peu fast-food. Ouais. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège de la viralité, d'avoir des contenus qui, nous, en tant qu'entrepreneurs, parce qu'on n'est pas influenceurs, vendent plus que font juste des vues. Parce que c'est vrai qu'on constate que ceux qui font beaucoup de vues, en général, vont être des contenus plus mainstream, plus ouverts, qui vont juste en fait parler et raisonner avec plus de gens, mais sans pour autant être plus qualitatifs, plus engageants, et avec un potentiel plus grand de conversion. Toi, à titre personnel ou pour tes clients, comment tu fais finalement pour concilier les deux ? Avoir la quantité, certes, la viralité, les vues, mais aussi et surtout la qualité qui permet l'engagement et ultimement la conversion. Ouais. En fait, pour moi, on a 2 choix. Soit on choisit d'être viral, soit on choisit de peut-être faire un peu moins de vues, mais de rester niché, pour moins avoir de touristes sur son compte. Bien sûr, on peut être viral en restant niché, ça c'est le top. Aujourd'hui, l'approche que j'ai avec mes clients, c'est, et j'utilise souvent cette métaphore, c'est comme si on était dans l'océan, tu vois, au milieu de l'océan, sur un bateau, et on va lancer un grand filet qui va choper plein de poissons. Et en fait, forcément dans le tas, il y aura plein de poissons dont on veut pas forcément, mais c'est aussi en lançant ce grand filet qu'on va choper des gros poissons. Et peut-être qu'on chopera plus de gros poissons comme ça qu'en allant tirer au harpon. Tu vois le truc ? Et du coup, j'aime bien partir là-dessus et me dire ok, on va faire des vues, beaucoup de vues, de sorte à ce que, en fait, limite plus de personnes qui correspondent à notre cible nous découvrent que si on faisait des contenus vraiment sniper. À côté de ça, on va aussi créer des contenus qui sont plus axés sur de la valeur, sur notre niche, sur typiquement un contenu qui ne parle qu'à notre cible. Les touristes, ça les intéressera pas. C'est-à-dire que on a nos Reels, j'appelle ça croissance-valeur. Reels croissance qui sont mainstream, top of the funnel, que tout le monde peut comprendre globalement et qui peuvent générer beaucoup de traction. Et à côté, donc généralement je fais un contenu comme ça 1 fois sur 2, un contenu valeur, donc le deuxième contenu, le contenu de valeur, une autre fois sur 2, qui lui va être vraiment axé sur délivrer de la valeur
plus concrètes, plus applicables et plus en lien avec ce qu'on propose. Et donc en ayant ces deux contenus-là, ça nous permet de générer beaucoup de trafic et de convertir le trafic qu'on veut vraiment. Il y aura toujours des indésirables dans le tas, mais ça nous permet au moins d'avoir beaucoup de traction sans pour autant trop négliger la qualité. C'est un équilibre. Donc aujourd'hui, c'est cette méthode-là, cette approche-là que j'aime bien avoir. Intéressant. Alors, il y a aussi un sujet qui attise la curiosité des gens qui s'intéressent à la création de contenu, en particulier format short. Ouais. C'est les outils, les Ok. logiciels. Par rapport à ça, quel est pour toi, encore une fois pour simplifier, parce que c'est ce qui va le plus intéresser et parler aux gens, le top 3 des outils logiciels, soit que tu considères comme étant les meilleurs dans ce domaine, ou alors que tu utilises le plus au quotidien, tant dans la pré-production, la production que la post-production. Ça peut être des outils de planification, ça peut être des trucs style ManyChat, ou encore pour le montage, Submagic. Voilà, c'est quoi ton top 3? La base, c'est le montage. Ça va nous servir à créer nos contenus. Donc là-dessus, j'utilise Premiere Pro. Maintenant, les premiers millions de vues, dizaines de millions de vues que j'ai fait, c'était via des applications mobiles sur mon téléphone, comme VN Editor ou CapCut. Donc, application de montage, CapCut fait très bien le travail. VN Editor, moins connu, mais j'ai commencé par ça. Et après, Premiere Pro, sur lequel je suis passé. Donc ce trio-là est bien. En fonction de son budget, CapCut ou VN Editor sont des alternatives gratuites, donc c'est pas mal. Ensuite, ManyChat, comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant pour la partie conversion en fait du trafic qu'on génère via Instagram. C'est-à-dire que ManyChat, le job, c'est que quand une personne commente un certain mot-clé, donc qu'on aura défini au préalable sur ManyChat, eh bien on lui envoie une ressource de manière automatique. Et on peut même aller plus loin en générant une conversation carrément. Donc ça c'est super intéressant. Il y a un plan gratuit, un plan payant. Et pareil, je recommande à fond. Et ensuite sur la partie publication de contenu, j'utilisais un moment des applications externes, des applications tierces comme Metricool pour programmer les contenus de mes clients. J'ai jamais trop su par contre si ça limitait le reach ou pas. Donc je suis parti depuis quelques mois sur les outils créés par Meta, type Meta Business Suite, ou programmés depuis Instagram directement. Et là ce que je peux dire c'est que on fait des millions de vues via la programmation Insta ou Meta Business. Donc en termes d'outils, je pense que ceux-là sont déjà bien. J'ajouterai aussi Notion pour s'organiser, organiser son calendrier de contenu, lister ses idées. C'est vraiment aussi très intéressant. Donc ouais, je pense qu'on est déjà bien. Montage, organisation avec Notion, conversion avec ManyChat, programmation des contenus via Meta Business, Instagram directement. Ouais. Ok, super. Alors, il y a un sujet qui nous lie, toi et moi. Puisqu'en effet, avant d'être des entrepreneurs du web, nous sommes aussi, de par la génération dans laquelle nous sommes en particulier, mais c'est pas juste un sujet de génération, des enfants du web. Des enfants du web qui ont grandi avant de grandir avec le business et toutes les opportunités auxquelles on a accès aujourd'hui, avec les jeux vidéo notamment. Et c'est ça le sujet qui nous lie, en particulier avec certains jeux comme Minecraft par exemple. C'est voilà, des jeux qui aujourd'hui sont très populaires. Et il faut savoir d'ailleurs que j'ai pu constater, je sais pas toi, mais que pour les entrepreneurs du web de notre génération, nombreux sont ceux qui étaient, voire sont encore, des gamers. Des gens qui jouaient ou qui jouent, en particulier à des jeux compétitifs, parce que justement cette dynamique améliorative, d'évolution, on la retrouve aussi dans le business. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que tu saurais dire ce que les jeux vidéo ont peut-être pu t'apporter dans le business? Ça c'est une bonne question aussi. C'est vrai que quand je jouais au jeu, je jouais pour gagner, tu vois, ça c'est sûr. Au point qu'on me disait sur des jeux comme où on peut apprendre des combos, etc. On me disait t'es un tryhard, t'es un spammer ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que j'apprenais les trucs, tu vois, je regardais des tutos pour bien jouer. Et donc ouais, j'essayais d'être bon, tu vois. Maintenant, je me rappelle même plus de ta question, en quoi ça m'a aidé peut-être pour l'entrepreneuriat ou... J'en ai aucune idée. Ouais. Non, franchement, je saurais pas te dire. Est-ce qu'il y a peut-être un parallèle à faire entre
cette opportunité de jeune qu'on a eue et qui, même en étant moins jeune pour ma part, je continue d'exploiter les jeux vidéo et qui m'apporte énormément à titre personnel, même dans le business. Et le business, justement. Est-ce que, au-delà de ce que ça t'a apporté, peut-être il y a des choses que tu retrouves. D'ailleurs, petite parenthèse, petite anecdote, faut savoir que Alan donc, avait 19 ans, 20 ans maintenant, j'en ai 26, et la première fois que j'ai joué à Minecraft, jeu qui nous lie plus que les autres, j'avais 12 ans. On a 7 ans d'écart, donc la première fois que j'ai joué à Minecraft à 12 ans, Alan en avait 4. Quand j'ai fait le calcul, ça m'a fait très mal. C'était petite parenthèse pour dire à quel point ce jeu a marqué tout un tas de générations. Mais ouais, est-ce que tu vois un parallèle entre peut-être les jeux vidéo et le business en ligne? Un parallèle, je pense que au début, t'es nul, t'as besoin de perdre pour gagner. C'est ça qui me vient en tête à la limite. Et là où la métrique dans les jeux vidéo, ça peut être, je sais pas, avoir un meilleur rang, un meilleur classement. L'entrepreneuriat, on peut aussi le voir comme un jeu où la métrique, c'est l'argent que tu génères. Donc en termes de parallèle, je saurais pas plus te dire. C'est pas mal déjà. Ouais. C'est pas mal. Tout autre sujet, quasi philosophique, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose, une seule, que tu as fait ou que tu n'as pas fait dans ton business à tes débuts, qu'est-ce que ce serait? Je crois que je t'en ai déjà parlé, mais ce serait essayer de construire, établir des process avant d'accueillir mes clients. Parce que ce qui s'est passé en fait dans mon activité, quand j'ai commencé à faire rentrer des clients à étiquette de plus en plus, j'avais pas créé de process. J'avais pas forcément beaucoup de gens qui m'aidaient à bosser, je devais être tout seul ou peut-être on était deux. Ce qui fait que je me suis retrouvé submergé et limite en burn-out parce que j'avais trop de trucs à gérer et que j'avais pas délégué. Et cette situation a vraiment duré plusieurs mois sous pression à cause de ça. Et je me dis, s'il y a un truc que j'aurais peut-être voulu faire, et je me le suis souvent dit, c'est avant de prendre des clients, quand j'en ai pas, commencer à me dire, ok, quelle infrastructure je peux créer pour accueillir des clients sans avoir à me limiter, sans avoir à en refuser et sans avoir à travailler plus à chaque fois que je prends un client. Donc des process de recrutement, des process pour brancher les personnes qu'on recrute sur la délivrabilité. C'est ultra important et je pense que j'essaierai de l'établir avant. Ouais. Maintenant, et cette question ne sera peut-être pas la plus pertinente pour toi, mais j'aime quand même bien la poser à chaque invité que j'ai, tu pouvais remonter dans le temps et parler à ton toi de 16 ans, que tu avais l'opportunité de lui donner un conseil, un seul conseil, une seule chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais rien, parce que en fait c'est tout ce que j'ai fait sans avoir de conseils de moi-même du futur qui m'a amené là. Et en vrai j'en suis satisfait, et je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense pas que j'aurais changé quoi que ce soit en fait dans la manière de faire. Mis à part la baguette magique, créer les process avant machin, mais un conseil à donner, j'ai pas le souvenir en fait de trucs, de conseils qui auraient pu m'éviter des gros problèmes que j'ai vécu. Je pense que chaque choix a été fait pour une bonne raison, donc je pense que j'aurais rien à dire. C'est beau, c'est mature, franchement, surtout à 20 ans, d'avoir ce recul au point de te dire que rien n'est à changer. Dernière question que je pose à chaque invité dans ce type d'interview. Si tu devais me recommander un autre invité, un entrepreneur en ligne, dans le e-service de préférence, ce serait qui? Alors, je l'ai un peu perdu de vue, mais je pense que c'est intéressant. Il y a un moment, peut-être quand j'étais sous ma page de motivation, et je discutais avec un mec qui s'appelait Maxime, et je crois qu'on s'était un peu apporté au début. Je l'aidais, je crois, peut-être sur ses contenus, et lui il m'aidait un peu au niveau du design de certaines choses. On a discuté et aujourd'hui c'est le Miniamaker, un des meilleurs Miniamakers en France, si ce n'est pas le meilleur. Donc c'est Maxime de Miniamea, si je dis pas de bêtises, peut-être que je le nomme mal, son agence. Comme je t'ai dit, on s'est un peu perdu de vue, on discute pas tout le temps, mais certaines fois j'ai été amené à collaborer avec lui. C'est un mec qui est vraiment doué, qui bosse avec du Yomi Denzel, tout ça quoi, vraiment les meilleurs. Et il me vient en tête. Je sais pas forcément pourquoi, j'en connais plein dans le e-service, mais je pense que vraiment c'est un des meilleurs dans son domaine, tu vois, si ce n'est le meilleur en France.
Eh ben Maxime, si tu nous regardes, la bouteille à la mer est lancée. Et j'en oublie sûrement, hein, que je dois sûrement côtoyer de très près et qui sont extrêmement bons. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Mais là, comme ça, tu me prends à vif. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de trop cogiter. Super. Eh ben écoute, merci Alan pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Merci à toi de m'avoir invité.